Après avoir dit adieu à mon mari mourant, je suis sorti de l'hôpital, les larmes coulant sur mon visage. Mais lorsque j'ai entendu deux infirmières chuchoter à propos d'un secret bouleversant, je suis resté figé, sous le choc. Je me suis assise sur un banc en bois à l'extérieur du Vanderbilt University Hospital, serrant mes mains l'une contre l'autre jusqu'à ce que mes articulations deviennent blanches. L'air printanier portait le doux parfum des cornouillers en fleurs, et la lumière du soleil dansait sur la façade vitrée de l'hôpital. Pourtant, rien de tout cela ne m'atteignait. Mon mari, Daniel Carter, était allongé dans l'unité de soins intensifs derrière ses murs, luttant pour sa vie contre un ennemi que nous n'avions jamais vu venir. Les gens passaient, leur conversation était douce et banale. Pendant une seconde, j'ai souhaité être l'une d'entre eux, juste une femme ordinaire profitant d'un après-midi chaud, riant du choix du restaurant pour le dîner ou de ce qu'elle allait planter dans son jardin. Mais je n'étais plus cette femme-là. Mon monde s'était réduit à une chambre d'hôpital et au bip incessant des machines médicales. Daniel était autrefois inarrêtable. C'était le genre d'homme qui pouvait travailler 12 heures par jour à fabriquer des meubles sur mesure, puis rentrer à la maison avec encore assez d'énergie pour préparer le dîner et me demander comment s'était passée ma journée. Il avait ce sourire qui vous faisait croire que tout irait bien, même quand la vie semblait lourde. Il était mon refuge, mon ancrage, et maintenant, en le voyant s'affaiblir, j'avais l'impression de m'enfoncer dans des sables mouvants. Il y a 6 mois, nous pensions avoir toute la vie devant nous. Nous parlions de vacances que nous ne pouvions pas encore nous offrir, d'une maison plus grande pour les enfants dont nous rêvions, peut-être même d'un chien. Puis, un soir, Daniel est rentré pâle et épuisé, balayant sa fatigue d'un revers de main, l'attribuant à une longue journée. Mais la fatigue a persisté, s'est accentuée, et s'est transformée en ecchymose inexpliquée et en nuit où il luttait pour reprendre son souffle. Le médecin a prononcé des mots qui semblaient irréels, anémie aplasique. Son propre corps détruisait sa moelle osseuse, arrêtant l'usine même qui fabriquait son sang. Sans une greffe de cellules souches, disait-il, il y avait peu d'espoir. J'ai essayé d'être forte devant lui, lui tenant la main et chuchotant, nous allons nous en sortir. Mais chaque nuit, je pleurais seul dans la salle de bain, mes sanglots étouffés par une serviette, car je savais quelque chose que Daniel ignorait. Il n'avait pas de famille. Il avait grandi en foyer d'accueil, ne connaissant jamais ses parents, ne sachant même pas s'il avait des frères ou des sœurs. Et sans parents proches, les chances de trouver un donneur compatible étaient quasi impossibles. Nous nous étions inscrits au registre national, mais les médecins étaient honnêtes, l'attente pouvait prendre des mois, peut-être des années, et Daniel n'avait pas ce temps-là. Plus tôt aujourd'hui, quand son médecin m'a pris à part, ses paroles m'ont transpercé, « Émilie, nous manquons d'options. Si nous ne trouvons pas de donneur compatible rapidement. » Il n'a pas terminé sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Je savais ce qu'il voulait dire. Je suis resté là, les larmes coulant sur mes joues, me sentant totalement inutile. J'étais infirmière, j'avais passé ma vie à aider les autres à guérir, et pourtant, je ne pouvais pas guérir l'homme que j'aimais le plus. J'ai pensé à la vie que nous avions construite ensemble, notre petite maison en bois à la lisière de Nashville, la chaise à bascule qu'il avait fabriquée pour notre premier anniversaire, le mot encadré qu'il avait écrit autrefois et qui est toujours accroché près de la porte de la cuisine, « Tu es mon, toujours ». La perspective de le perdre était insupportable, et pourtant, au fond de moi, une voix murmurait que je devais m'y préparer. Je m'en voulais de penser à cela, mais le deuil avait déjà commencé à enrouler ses doigts glacés autour de mon cœur. Puis, comme si le monde n'était pas assez cruel, j'ai entendu quelque chose ou une conversation qui allait tout changer. J'ai rencontré Daniel une nuit où la vie semblait légère et ordinaire. Bien avant que les hôpitaux et les dossiers médicaux ne consomment nos journées, je venais de terminer mon examen final à l'école d'infirmière épuisée, mais libre et mes amis m'avaient entraîné dans un petit café du centre-ville de Nashville. Ce n'était rien d'élégant, juste un vieux bâtiment en briques avec des planchers en bois usés et l'odeur du café torréfié qui s'imprégnait partout. Je me souviens de son entrée comme si c'était hier. Il portait un sac en papier rempli d'outils de la quincaillerie locale, son jean était poussiéreux à cause du travail, et il émanait de lui un calme, cette assurance tranquille qui vous fait regarder à 2 fois. Il a souri timidement quand nos regards se sont croisés et a demandé si le siège en face de moi était libre. Cette nuit-là, nous avons parlé pendant 2 heures de tout et de rien, de sa passion pour la fabrication de meubles, de mon désir de travailler en pédiatrie, du fait que nous détestions tous les deux les olives mais adorions le peach cobbler. Quand il riait, vraiment riait, ses yeux se plissaient au coin et quelque chose en moi a su. À partir de cette nuit-là, Daniel est devenu une constante dans ma vie.
Il arrivait avec de petites surprises, un pot de miel d'un marché routier, un bouquet de fleurs des champs enveloppé dans du papier craft, un nouveau livre parce qu'il se rappelait que j'avais dit vouloir le lire. Il avait cette façon de rendre le quotidien magique. 2 ans plus tard, nous nous tenions sous un vieux chêne, échangeant nos vœux devant la famille et les amis. Je portais les boucles d'oreilles en perles de ma mère, et Daniel a pleuré ouvertement quand il m'a vu descendre l'allée. Ce n'était pas le genre d'homme à cacher ses émotions, il croyait qu'il fallait montrer son amour pleinement, sans hésitation. Nous avons emménagé dans une petite maison en bois à la sortie de la ville, une maison à rénover que Daniel insistait pour gérer seul. Et c'est ce qu'il a fait. Il a passé ses week-ends à poncer les parquets, à construire des étagères et à même fabriquer une chaise à bascule pour moi comme cadeau d'anniversaire. Cette chaise est toujours sur notre porche, témoin silencieux d'innombrables soirées où nous étions assis côte à côte, regardant les lucioles danser dans le crépuscule du Tennessee. La vie semblait remplie, même si elle n'était pas parfaite. La seule chose qui manquait, c'était des enfants. Nous avons commencé à essayer juste après le mariage, nous attendant à ce que cela arrive facilement, comme pour tout le monde autour de nous. Mais mois après mois, rien n'a changé. Les médecins disaient que mon corps ne coopérait pas, que je pourrais ne jamais concevoir naturellement. Nous avons essayé des traitements, des injections d'hormones, des rendez-vous sans fin, et finalement la FIV. La première tentative a échoué. La seconde aussi. À chaque test négatif, je me sentais un peu plus brisé, comme si mon corps nous avait trahis, lui et moi. Mais Daniel ne m'a jamais reproché quoi que ce soit. Il me serrait dans ses bras ces nuits où je pleurais jusqu'à en avoir mal à la tête, murmurant « Émilie, cela ne change en rien l'amour que j'ai pour toi ». Il a même suggéré l'adoption, parlant avec enthousiasme du nombre d'enfants ayant besoin d'un foyer, disant que nous pourrions quand même avoir une famille. Je voulais être heureuse à cette idée. Vraiment. Mais une partie de moi désirait toujours voir un enfant avec ses yeux bleus et ce demi-sourire en coin qu'il arborait lorsqu'il essayait de ne pas rire. Un jour, après un autre cycle infructueux, je me suis effondré dans ses bras, m'excusant en pleurant, « Tu mérites une femme qui puisse te donner une famille. » Il a doucement relevé mon menton pour que je croise ses yeux et a dit, « Émilie, je ne t'ai pas épousée pour avoir des enfants. Je t'ai épousée pour toi. Tu es ma famille. » C'était ça, Daniel inébranlable, gentil et désintéressé. Il aurait pu être en colère, amer, ou même distant. Au lieu de cela, il a choisi l'amour, à chaque instant. En y repensant aujourd'hui, je réalise comment ces épreuves nous ont préparés à ce qui arrivait. Les nuits où nous nous sommes soutenus à travers nos déceptions, les rêves que nous avons redéfinis ensemble, ils sont devenus le plan pour survivre à la tempête qui allait nous frapper. Parce que lorsque Daniel est tombé malade, le monde tel que nous le connaissions s'est effondré. Et pourtant, même étendu là, faible et pâle, il essayait toujours d'être le plus fort. Il plaisantait sur la nourriture de l'hôpital, me taquinait parce que je m'inquiétais trop, et me répétait que nous nous en sortirions, comme nous avions tout surmonté jusqu'ici. Mais au fond de moi, je savais que cette fois, c'était différent. Il s'agissait de vie ou de mort. Et je n'étais pas prête à imaginer une vie sans lui. Cela a commencé si discrètement que nous n'avons rien remarqué au début. Daniel rentrait de l'atelier plus tôt que d'habitude, balayant sa fatigue d'un sourire, juste fatigué. Une longue journée, c'est tout. Mais la fatigue ne s'est pas dissipée. Elle est devenue plus lourde, comme si quelque chose d'invisible l'entraînait vers le bas chaque jour. Puis sont apparues les ecchymoses. Petites au début, comme s'il s'était cogné contre un établi, mais bientôt elles sont apparues sans raison, des taches violettes fleurissant sur ses bras et ses jambes. Une nuit, je me suis réveillé au son de son souffle court, serrant sa poitrine comme s'il n'arrivait pas à respirer. L'infirmière en moi savait que quelque chose n'allait pas. Je l'ai supplié de voir un médecin. Et quand il a finalement accepté, je pensais que ce serait quelque chose de simple, une carence en vitamines, peut-être le stress. Au lieu de cela, nous avons été dirigés vers un spécialiste en hématologie qui a prescrit tous les tests imaginables. Je n'oublierai jamais le moment où les résultats sont tombés. Le médecin nous a fait asseoir, son visage trop sérieux, ses mots délibérés, « Daniel, vous avez une anémie aplasique. C'est rare, et dans votre cas, c'est grave. Votre moelle osseuse est en train de s'arrêter. » J'ai eu l'impression d'être privé d'air. Daniel a simplement hoché la tête, calme comme toujours, et a demandé, « Que devons-nous faire ?» La réponse était à la fois simple et impossible, « Vous avez besoin d'une greffe de moelle osseuse. Sans cela,
votre corps ne peut pas produire de cellules sanguines, mais le processus nécessite un donneur compatible, idéalement un frère, une sœur ou un parent proche. Je me souviens avoir regardé Daniel, le suppliant silencieusement de dire qu'il y avait quelqu'un, mais je savais déjà que non. Daniel avait grandi en foyer, ballotté de maison en maison, ne connaissant jamais ses parents ni aucun frère ou sœur. Il n'avait aucun arbre généalogique vers lequel se tourner, personne à appeler. Nous nous sommes inscrits au registre national des donneurs immédiatement, mais les médecins ont été honnêtes. Cela pouvait prendre des mois, voire plus, pour trouver un étranger compatible, et Daniel n'avait pas ce temps-là. La maladie progressait vite. Il est devenu pâle, ses mains fortes tremblaient lorsqu'il essayait de saisir un verre. L'homme qui construisait des meubles jusqu'à minuit peinait désormais à traverser le salon. Même alors, il essayait de me protéger. Il plaisantait sur les blouses d'hôpital, sur le fait qu'il avait toujours voulu essayer ce look chauve, une fois que ses cheveux commenceraient à tomber à cause du traitement. La nuit, quand il pensait que je dormais, je pouvais l'entendre chuchoter des prières, demandant de la force non pas pour lui, mais pour moi. Je lui tenais la main dans le lit d'hôpital et forçais un sourire, en disant des choses comme « on va vaincre ça ». Mais à l'intérieur, j'étais terrifié. Terrifié de le perdre. Terrifié de me réveiller dans une maison vide. Terrifié de devoir affronter une vie que je n'avais pas planifiée. Un après-midi, après une autre série de transfusions, le médecin m'a pris à part. Sa voix était douce, mais portait le poids de la finalité. « Émilie, nous manquons d'options. Si un donneur compatible ne se manifeste pas bientôt, je crains qu'il n'ait pas beaucoup de temps. » J'ai hoché la tête, incapable de parler, sentant les larmes brûler derrière mes yeux. J'avais déjà vu la mort, en tant qu'infirmière, on y fait face plus souvent que la plupart des gens. Mais rien ne m'avait préparé à l'idée de perdre Daniel. Je suis sorti dans la cour de l'hôpital, désespéré de respirer, désespéré de trouver quelque chose qui puisse me stabiliser. C'est alors que je l'ai entendu. 2 employés de l'hôpital étaient en pause à proximité, parlant avec désinvolture, ignorant que je pouvais les entendre. « Tu connais ce gars en soins intensifs, Carter ? Il ressemble trait pour trait à ce type qui vit à Pinoloo. » Je te jure, on dirait la même personne. Mon cœur s'est arrêté. Pinoloo, une petite ville de montagne à seulement 2 heures de route. Cela pouvait-il n'être qu'une coïncidence ? Ou cela signifiait-il que Daniel avait de la famille là-bas, quelqu'un qui pourrait être compatible ? Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas osé éprouver, de l'espoir. Un espoir fragile et tremblant, mais de l'espoir quand même. Je suis resté figé dans la cour, leurs mots résonnant dans mes oreilles. Il ressemble trait pour trait à ce type qui vit à Pinoloo. Pinoloo était une petite ville de montagne à environ 2 heures de route à l'est de Nashville. Je n'y étais allé qu'une seule fois pendant mes études d'infirmière pour un programme d'aide communautaire. C'était le genre d'endroit où la vie ralentissait, où les gens saluaient encore les inconnus qu'ils croisaient. Était-ce une coïncidence ? Les gens se ressemblent tout le temps, mais quelque chose au fond de moi murmurait le contraire. Daniel avait grandi en foyer, abandonné à la naissance, sans aucune information sur sa famille. Il avait passé des années à se demander si quelqu'un, quelque part, avait les mêmes yeux que lui, le même sourire en coin, quelqu'un qui pourrait partager son sang. Je me souviens de cette fois où il avait failli chercher ses parents biologiques. Nous étions assis sur notre porche une nuit d'été quand il a admis, parfois, je pense à les chercher, mais s'il ne voulait pas de moi à l'époque ? Pourquoi voudrait-il de moi maintenant ? Sa voix portait une douleur sourde que je ne savais pas comment apaiser. Alors il a enterré cette pensée, se concentrant sur la construction d'une vie avec moi, choisissant de croire que la famille était ce qu'on bâtissait, pas ce avec quoi on naissait. Mais maintenant, la famille n'était plus juste une idée abstraite. Cela pouvait signifier la différence entre la vie et la mort. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je suis resté assise au chevet de Daniel, lui tenant la main pendant que les machines bourdonnaient doucement. Sa peau était pâle, sa respiration superficielle mais régulière. J'ai chuchoté, « Je vais régler ça, Danny. Peu importe ce que ça coûte. » Le lendemain matin, je suis allé travailler et j'ai déposé une demande de congé d'urgence. Ma chef, que Dieu la bénisse, n'a pas posé beaucoup de questions, elle connaissait la situation de Daniel et m'a juste serré dans ses bras avant de signer le formulaire. J'ai fait mon sac, le cœur battant d'un mélange d'appréhension et de détermination. Je ne connaissais même pas le nom de l'homme, seulement qu'il vivait à Pinoloo et qu'il ressemblait apparemment à mon mari.
Je n'avais aucun plan, juste une photo de Daniel sur mon téléphone et un mince fil d'espoir. Avant de partir, je suis passé dans la chambre de Daniel. Il était réveillé, souriant faiblement en me voyant. « On dirait que tu t'apprêtes à conquérir le monde », a-t-il plaisanté, sa voix faible mais chaleureuse. Je l'ai embrassé sur le front et chuchoté, « C'est peut-être le cas ». Il a essayé d'en savoir plus, mais je l'ai arrêté, « Ne t'inquiète pas, d'accord ? Repose-toi juste. Je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte. » Je voulais tout lui dire sur Pinoloo, sur cet homme qui pourrait être sa famille, mais je ne pouvais pas risquer de lui donner de l'espoir pour ensuite le briser si cela ne menait à rien. La route en sortant de Nashville semblait surréaliste. L'autoroute a laissé place à des routes de campagne sinueuses, des champs de fleurs sauvages du début du printemps, et finalement aux collines vallonnées de Pinoloo. En traversant le vieux pont en bois menant à la ville, j'ai murmuré une prière silencieuse, « S'il te plaît, que ce soit réel. Qu'il y ait quelqu'un là-bas qui puisse le sauver. » Je me suis garé près d'un petit magasin général et je suis sorti, serrant mon téléphone. Ici, les gens vivaient à un autre rythme, des fermiers chargeant des sacs de fourrage, une dame âgée balayant son Porsche, des enfants faisant du vélo dans les rues poussiéreuses. J'ai étudié chaque visage avec soin, cherchant une trace de la mâchoire ciselée de Daniel, de ses yeux, n'importe quoi. Je me suis arrêté au magasin et j'ai abordé le commis, un homme dans la cinquantaine au regard bienveillant, « Excusez-moi, je cherche quelqu'un. Je ne connais pas son nom, mais les gens disent qu'il ressemble à ça. » Je lui ai montré la photo de Daniel. Ses yeux se sont agrandis immédiatement, « Vous parlez probablement de Luke Henderson. Il habite vers les champs de maïs sur la route du comté 6. Oui, il ressemble bien à ça. » Mon cœur a sauté un battement, « Pourriez-vous m'indiquer le chemin ?» Il l'a fait, et je l'ai remercié avant de retourner à ma voiture. Mes mains tremblaient sur le volant tandis que je roulais vers ce qui pourrait être la réponse à toutes les prières désespérées que j'avais murmurées ces derniers mois. Je ne savais pas si ce Luke Henderson était réellement lié à Daniel, mais je savais une chose avec certitude, j'étais sur le point de le découvrir. La route vers la route du comté 6 n'était guère plus qu'une bande de bitume fissuré serpentant à travers de grands pins et des champs ouverts. Une fine bruine a commencé à tomber, celle qui semble rester en suspension dans l'air comme une brume légère, s'accrochant à mon pare-brise et floutant les contours de l'horizon. J'ai ralenti quand j'ai aperçu la boîte aux lettres avec des lettres blanches délavées, Henderson. La maison derrière était vieille, usée par le temps, et entourée d'un champ de chaume de maïs et de traces de pneus boueuses. Une balançoire rouillée grinçait dans le vent, et au loin, un chien aboyait. Pendant un moment, je suis resté assise dans la voiture, agrippé au volant, mon pouls battant dans mes oreilles. Et si j'avais tort? Et si j'étais sur le point de frapper à la porte d'un inconnu et de passer pour une folle? Mais ensuite, j'ai pensé à Daniel, sa main frêle serrant la mienne, son sourire, essayant de cacher la peur dans ses yeux, et je suis sorti de la voiture. Les marches en bois ont gémi sous mes pas. J'ai frappé doucement au début, puis plus fort quand personne n'a répondu. Après un moment, la porte a grincé. Un homme se tenait là, plus grand que ce à quoi je m'attendais, les épaules larges mais légèrement voûtées, avec des cheveux blonds foncés tombant négligemment sur son front. Ses yeux, j'ai eu le souffle coupé. C'était le même bleu perçant que ceux de Daniel, la même forme, la même intensité. Il a cligné des yeux, « Puis-je vous aider ?» Sa voix était grave, prudente, avec une rugosité propre à quelqu'un qui n'avait pas souvent affaire à des étrangers. J'ai tendu mon téléphone avec des mains tremblantes, lui montrant la photo de Daniel, « Ceci est mon mari. Il s'appelle Daniel Carter. Les gens ont dit que vous lui ressembliez. » L'homme a froncé les sourcils, fixant l'écran pendant ce qui a semblé une éternité. Son expression a changé, confusion, incrédulité, et quelque chose de presque douloureux. Il s'est frotté la nuque, « Eh bien, ça alors ?» Il m'a regardé à nouveau, le regard plus doux maintenant, « Qui êtes-vous ?» ?»« Émilie. Je suis sa femme. » Il s'est écarté, « Vous feriez mieux d'entrer. » L'intérieur de la maison était modeste, plancher en bois, meubles dépareillés, l'odeur légère du café et de l'huile moteur. Il a montré une chaise, « Asseyez-vous. » Vous dites qu'il est votre mari? J'ai hoché la tête, serrant mon sac sur mes genoux, « Il est à l'hôpital. Il est très malade. Il a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Ils ont dit qu'il n'avait pas de famille. » Mais ensuite, j'ai entendu parler de vous et je me suis dit. Ma voix s'est brisée, je devais venir. L'homme, Luke Henderson,
comme je l'ai vite appris, s'est assis en face de moi, se penchant en avant, les coudes sur les genoux. Il a regardé à nouveau la photo, secouant la tête lentement, je pense. Je pense qu'il pourrait être mon frère. Ces mots m'ont frappé si fort que je pouvais à peine respirer. Votre frère? Luc a hoché la tête, notre mère. Elle n'était pas vraiment faite pour ça, pour être honnête. Elle a eu beaucoup d'enfants, la plupart avec des pères différents. Quand j'étais petit, elle a eu un autre bébé, un garçon. Elle a dit qu'elle ne le garderait pas. Elle a signé des papiers à l'hôpital et l'a laissé là. J'étais trop jeune pour faire quoi que ce soit, mais je n'ai jamais oublié. Je me suis toujours demandé ce qui lui était arrivé. Il s'est frotté le visage avec les deux mains, sa voix se brisant, je ne connaissais même pas son nom jusqu'à aujourd'hui. Mes yeux se sont embués de larmes, Daniel a cherché sa famille toute sa vie. Il pensait être complètement seul. La mâchoire de Luc s'est contractée et il s'est levé brusquement, je le ferai. La greffe. Je n'ai même pas besoin d'y réfléchir. Vous faites ça. C'est mon frère. S'il y a une chance que je puisse l'aider à vivre, bien sûr que je le ferai. Il est allé dans la cuisine et en est ressorti avec les clés de son pick-up. Quand part-on? Pendant une seconde, je suis resté là, stupéfaite par la rapidité de sa décision. Dans ma tête, j'avais imaginé devoir le convaincre, lui expliquer la situation, peut-être même supplier, mais rien de tout cela n'a été nécessaire. C'était comme s'il attendait ce moment sans même le savoir. Nous avons quitté Pinolo ce soir-là, la pluie étant maintenant plus forte, striant le pare-brise tandis que Luc me suivait dans son vieux pick-up. Ma poitrine semblait plus légère pour la première fois depuis des mois. La peur était toujours là, elle l'était toujours, mais maintenant, il y avait aussi autre chose, un espoir qui semblait solide, comme un sol sous mes pieds. À notre arrivée au Vanderbilt University Hospital, j'ai guidé Luc à travers les couloirs blancs et stériles jusqu'à la chambre de Daniel. Daniel était réveillé, soutenu par des oreillers, sa peau pâle, mais ses yeux se sont illuminés en me voyant, puis se sont plissés de confusion lorsqu'ils se sont tournés vers Luc. Pendant un long moment, personne n'a dit un mot. La bouche de Daniel s'est entr'ouverte, comme s'il fixait un fantôme. Luc s'est avancé, l'émotion rendant sa voix rauque, « Je crois que je suis ton frère. » Daniel a cligné des yeux, les larmes montant instantanément, « Mon frère. » Je suis resté là, observant deux hommes, inconnus il y a encore un jour, frères par le sang, croiser le regard comme s'ils reconnaissaient quelque chose que seuls pouvaient ressentir. Daniel a tendu une main tremblante, et Luc l'a saisie fermement, « On parlera plus tard », a dit Luc doucement. Mais pour l'instant, je suis là pour te sauver la vie. Les résultats des tests de Luc sont revenus plus vite que je ne l'espérais. Les médecins voulaient tout accélérer car l'état de Daniel se détériorait rapidement. Quand l'hématologue est entré dans la salle d'attente avec ce sourire doux et soulagé, mes genoux ont failli flancher, « C'est une excellente compatibilité », a-t-elle dit. L'une des meilleures que nous ayons vues depuis un moment. Je me suis tourné vers Luc, les larmes aux yeux, « Tu as entendu? Tu es compatible. Tu peux le sauver. » L'expression de Luc oscillait entre choc et détermination, « Alors faisons-le. » Quand commence-t-on? Cette nuit-là, Daniel et Luc ont enfin eu le temps de s'asseoir ensemble. Je suis resté juste à l'extérieur de la porte pendant les premières minutes, leur laissant de l'intimité, mais je pouvais encore entendre leur voix basse, chargée d'émotion, hésitante au début, puis plus chaleureuse au fil des minutes. La voix de Daniel s'est brisée lorsqu'il a dit « Je rêvais souvent d'avoir un frère. Je pensais que c'était stupide, comme rêver d'une maison où on ne vivra jamais. Mais te voilà, bien réel. » Luc a gloussé doucement, bien que sa voix soit chargée d'émotion, « J'imagine que la vie avait d'autres plans, hein? Je suis désolé de ne pas avoir été là, Danny. Je ne savais même pas. » Tu n'as pas à être désolé, a dit Daniel en serrant la main de Luc avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi faible. Tu es là maintenant. C'est tout ce qui compte. Quand je suis rentré dans la chambre, Daniel m'a regardé avec des yeux humides et a chuchoté, « J'ai un frère, et M. Je ne suis pas seul. » Je l'ai embrassé sur le front et ai souri en chuchotant en retour, « Tu ne l'as jamais été. » L'intervention était prévue pour le lendemain matin. J'ai à peine dormi, mon esprit passant en revue tous les résultats possibles. Luc était calme, plaisantant même avec les infirmières pendant qu'elles le préparaient pour le don, « Je n'aurais jamais pensé donner ma moelle osseuse à un gars rencontré hier, » a-t-il plaisanté, puis il a regardé Daniel et a ajouté doucement, « Mais je suis content que ce soit lui. » Les heures ont défilé, mais finalement, c'était fait.
la greffe s'est déroulée sans problème, et Daniel a été transféré dans une chambre de réveil pendant que les nouvelles cellules souches commençaient leur travail salvateur. Je me suis assise près de son lit, lui tenant la main, sentant la chaleur revenir sur sa peau. Pour la première fois depuis des mois, son visage avait un soupçon de couleur. Luc est passé plus tard, l'air fatigué mais content, et Daniel a tendu la main, faiblement, pour serrer le bras de son frère. « Tu viens de m'offrir une seconde chance », a-t-il murmuré. Luc a souri et a dit, « Je crois qu'on est quitte maintenant. Tu m'as offert une famille. » Cette fois, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Pendant des mois, j'avais porté tant de peur, tant de solitude. Mais maintenant, assise là entre ces deux hommes qui s'étaient trouvés contre toute attente, je ressentais quelque chose que je n'avais pas osé éprouver depuis si longtemps, la paix. À l'extérieur de la fenêtre, l'horizon de Nashville scintillait sous les lumières de la fin de soirée, et je pensais à la rapidité avec laquelle la vie pouvait basculer du désespoir à l'espoir, de la perte au gain parfois en quelques jours seulement. Pour la première fois depuis des mois, je me suis autorisé à respirer profondément et à croire que Daniel pourrait réellement survivre, et que nous avions reçu un cadeau bien plus grand que ce que nous avions demandé. Les jours qui ont suivi la greffe ont semblé être le début d'un nouveau monde, un monde où l'espoir l'emportait enfin sur la peur. Le corps de Daniel a bien réagi à la greffe. Chaque matin, je guettais les moindres signes, un peu plus de couleur sur ses joues, un ton plus stable dans sa voix, une poigne plus ferme lorsqu'il tenait ma main. Luc est resté dans les parages, dormant sur un vieux fauteuil convertible dans la zone d'attente quand le règlement de l'hôpital ne lui permettait pas de rester dans la chambre de Daniel pour la nuit. Il ne s'est jamais plaint. Un soir, je lui ai apporté une tasse de café et je l'ai trouvé en train de regarder Daniel à travers la vitre, un air de respect silencieux sur le visage. « C'est vraiment mon frère ?» a-t-il dit doucement, comme s'il essayait encore de s'en convaincre lui-même. Daniel a commencé à reprendre des forces lentement, et par un après-midi d'automne frais, il a fait ses premiers pas à l'extérieur depuis la greffe. J'ai marché à ses côtés pendant qu'il avançait prudemment le long du sentier du jardin de l'hôpital, la lumière du soleil filtrant à travers les feuilles changeantes. « J'avais oublié à quel point l'air frais fait du bien », a-t-il chuchoté en serrant ma main. Une semaine plus tard, Daniel est sorti de l'hôpital et nous sommes retournés dans notre petite maison en bois à la sortie de Nashville, cette fois avec Luc nous suivant dans son vieux pick-up, un ajout permanent à nos vies. La maison semblait différente maintenant, plus remplie d'une certaine manière, comme si elle attendait ses retrouvailles depuis toujours. Dans les semaines qui ont suivi, Luc est devenu une présence régulière. Lui et Daniel s'asseyaient sur le porche le soir, partageant leurs souvenirs d'enfance, du moins le peu que Daniel avait de ses foyers d'accueil, et Luc comblait les lacunes sur leur mère, leurs premières années, les frères et sœurs que Daniel n'avait jamais rencontrés. Un soir, Luc a remis à Daniel un petit couteau de poche usé avec les initiales de leur père gravées sur le manche. « C'est tout ce qu'il me reste de lui », a dit Luc doucement. « Je veux que tu l'aies. » Daniel l'a tenu avec des mains tremblantes, des larmes glissant silencieusement sur ses joues. La communauté de Pinolo a envoyé des cartes, des prières, même des plats cuisinés en apprenant ce qui était arrivé. Des gens que je n'avais jamais rencontrés ont envoyé des mots comme « la famille, c'est tout. Serrez-vous les coudes ». Il y avait quelque chose de profondément guérisseur dans le fait que des étrangers se soucient assez de nous pour tendre la main. Cela m'a rappelé que la bonté existait encore partout, même dans les saisons les plus difficiles. Les mois ont passé et Daniel est devenu plus fort. Ses cheveux ont commencé à repousser, son rire est revenu, et il a recommencé à fabriquer des meubles dans le garage plus lentement qu'avant, mais avec cette même étincelle de créativité qu'il avait toujours eue. Un soir, il m'a emmené sur le porche où trônait une toute nouvelle chaise à bascule, fabriquée avec une précision minutieuse. « Pour toi », a-t-il dit simplement. Je me suis assise et j'ai senti mes larmes brouiller ma vision tandis que je me balançais doucement, la chaise grinçant avec une chaleur familière. Nous avons aussi intégré Luc dans nos traditions. Les dîners du dimanche sont devenus un rituel rempli de rire et de gratitude silencieuse. Parfois, je surprenais Daniel et Luc se regardant avec ses demi-sourires, comme s'ils n'arrivaient toujours pas à croire qu'ils s'étaient trouvés. Un soir d'automne particulièrement doré, Daniel et moi marchions le long d'une route bordée d'arbres près de Pinolo, main dans la main, regardant les feuilles tourbillonner dans la brise. Luc était devant nous, riant en portant sur ses épaules sa jeune nièce, la fille de son meilleur ami. Daniel a serré ma main doucement. « Tu sais, » a-t-il dit, « je pensais qu'être orphelin signifiait que je serais toujours seul, mais j'avais tort. Je tais-toi. » Et maintenant, je l'ai lui aussi. Je l'ai regardé, sentant la vérité de ces mots s'installer au plus profond de ma poitrine. « La famille ne tourne pas toujours autour du sang, Danny, ai-je chuchoté,
mais parfois si, et c'est magnifique. Cette nuit-là, alors que nous étions assis autour d'un petit feu de joie derrière la maison de Luc, les flammes jetant des reflets doux sur les visages de chacun, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis si longtemps, une certitude calme que nous allions bien nous en sortir. La vie nous avait brisés, oui, mais elle nous avait aussi reconstruits de manière que nous n'aurions jamais imaginée. J'ai posé ma tête sur l'épaule de Daniel, écoutant Luc raconter une histoire sur leur quartier d'enfance, et je me suis dit, c'est ça. C'est ce que ça fait de guérir. Notre histoire avait commencé dans le désespoir, mais elle ne s'est pas terminée là. Elle s'est terminée en famille, avec des secondes chances, un frère retrouvé et une vie renouvelée. Et alors que je fermais les yeux, au son du crépitement du feu et avec la main chaude de Daniel dans la mienne, j'ai réalisé quelque chose de puissant. Parfois, la vie vous donne exactement ce dont vous avez besoin, juste au moment où vous êtes sur le point de perdre espoir.